Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse, grâce à qui on a réussi les divisions. Ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique, ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Quand Olivia rentre dans sa classe pour la première fois, elle a la blouse, le tailleur et même des lunettes qu'elle ne porte pas d'habitude. Tout ça pour imposer le respect. Mais la réaction des élèves, madame, on a cru que c'était une blague. Oui, parce qu'à l'époque, elle remplace une prof de SVT de terminale et les élèves à quelques mois du bac ont à peine quelques années de moins qu'elle. Olivia, prof de SVT dans un lycée d'excellence, nous partage ses débuts marqués par le trac, ses défis face à des ados parfois provocateurs, mais aussi son amour pour les élèves qu'elle accompagne avec rigueur et toujours une grande bienveillance. Que se passe-t-il vraiment dans ces établissements d'élite? Et comment rester juste, humain et passionné quand les attentes sont si élevées? Bonjour Olivia et merci beaucoup de venir à ce micro pour témoigner un petit peu de ta carrière. Bonjour Valentine. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ton prénom, ton parcours professionnel et ce qui t'a amené finalement à enseigner les sciences de la vie et de la Terre? Alors j'ai commencé en l'année 80-81, parce que les professeurs comptent toujours en année scolaire. Donc l'année 80-81, j'étais en licence d'enseignement et j'avais choisi la licence d'enseignement de SVT. Parce qu'en fait, au départ, moi, ce qui m'a mené vers l'enseignement, c'est la biologie. En fait, j'ai toujours adoré la biologie. J'avais pensé à faire médecine, j'avais pensé à faire chercheur. Enfin, on tournait toujours autour des sciences. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, je me disais que transmettre, c'était ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, j'ai décidé d'essayer de transmettre les SVT que j'adorais. Cette passion biologique. Et au niveau enseignement, c'était, comme tu disais, quelque chose qui t'est venu peut-être un petit peu plus tard. Oui, en fait, j'ai toujours joué à la maîtresse quand j'étais petite. J'étais la maîtresse avec tous les copains qui étaient devant moi, donc je devais quand même avoir un petit peu envie d'être professeur. Et puis je me suis dit non, médecine, chercheur, je vais rester c'est pas ce qui me correspond. Et j'ai décidé donc d'aller en licence parce qu'à cette époque-là, donc on allait en licence d'enseignement ou bien on allait en licence de biologie. Donc moi j'ai tout de suite choisi la licence d'enseignement de SVT. Et puis donc j'ai fait le DUG 1, DUG 2. Licence. Mes parents n'avaient pas de gros moyens, donc je pouvais pas me permettre de faire des études très très longues, même si eux m'auraient toujours aidé, mais je savais que ça n'aurait pas été simple. Donc, dès la licence, quand j'ai eu ma licence, je me suis dit, je vais essayer de rentrer dans le corps à l'époque qui s'appelait des maîtres auxiliaires, qui étaient donc des gens qui n'étaient pas titulaires, mais qui possédaient une licence et pouvaient en tant qu'auxiliaires faire des remplacements dans les collèges ou dans les lycées. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, pour travailler un petit peu plus vite, toi, tu prends la décision de pas passer ta titularisation tout de suite, en fait. Exactement. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait au final. Bon, parce que il faut dire la vérité, c'est que j'avais la licence, mais je voulais faire la maîtrise. Et pour faire la maîtrise, j'avais encore besoin. La maîtrise, c'est l'actuel master. J'ai travaillé pendant mon année de master de maîtrise. Donc en fait, j'enseignais, je prenais des cours le soir. Et pour pouvoir passer les concours, il aurait fallu que j'aille le mercredi après-midi et le samedi. Mais à cette époque-là, j'avais quand même 21 heures de cours par semaine, plus beaucoup d'élèves. Et en fait, voilà. Donc, j'ai continué une fois sur ma lancée. J'ai commencé les premiers remplacements. Et puis, j'ai continué ça. Et en fait, je l'ai fait pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai été maître auxiliaire. Maître auxiliaire spécialisé en biologie à l'époque, SVT. Alors en SVT, sauf que il y a eu quelques fois où on remplaçait un corps d'enseignants qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait les PEGC, qui avait double enseignement. Donc par exemple, il y avait PEGC SVT gym, il y avait SVT physique chimie. Heureusement, je n'ai enseigné que la physique-chimie en plus, car j'aurais été incapable de remplacer un collègue qui faisait SVT gym. Oui, il y avait des bivalences comme ça. Ça veut dire que potentiellement tu pouvais te retrouver à enseigner deux matières qui n'avaient rien à voir. Oui. Par exemple, moi, mon collègue, quand j'étais justement, j'ai remplacé une collègue qui faisait SVT physique-chimie. Mon collègue était, lui, SVT gym. Il avait sa blouse blanche par-dessus son survêtement. Mais c'est génial, hein, c'est trop drôle. Oui, effectivement, je crois que ça n'a plus trop lieu aujourd'hui. Non, ça a disparu et ils ont dû choisir à un moment. Oui, bien sûr. En fait, voilà, dans leur bivalence, ils ont eu à un moment choisi une des deux disciplines. Ce qui finalement est plus ou moins logique parce que toi, dès tes débuts, t'enseignais en collège. Oui. Alors en fait, non, pas complètement. Mon premier poste, j'ai été nommée en lycée. J'avais donc 22 ans et je me suis retrouvée dans un lycée à avoir des terminales. Ça veut dire que mes élèves avaient 4 ans de moins que moi. Et comme, je faisais jeune, bien après,
Je suis restée 3 mois. Hein. J'ai fini l'année en fait. Il passait le bac après, D'accord. donc j'ai terminé les 3 années. Et j'étais tellement stressée, je me disais mais comment je vais faire face pas au niveau contenu parce qu'au niveau contenu c'est proche dans notre tête, c'est pas ça. Mais c'est face à des élèves qui avaient 4 ans de moins. Donc j'avais mis la blouse, je m'étais habillée avec un tailleur, j'avais mis des lunettes alors que je n'avais pas besoin du tout de lunettes, histoire de faire un petit peu plus sérieuse. Et donc j'ai fait mes cours, ça s'est très très bien passé. Et quand je suis partie, au bout de ces 3 mois, j'ai dit au revoir aux élèves et les élèves m'ont dit, vous savez, madame, quand on vous a vu, on croyait que c'était une blague. C'est vrai. Mais au final, on a réussi. Voilà, je me souviens, c'était la génétique. On a fait toute la partie de génétique. C'est vrai que ça, c'est un vrai souci que tu soulèves. C'est le fait, quand tu arrives, t'as entre 21 et 23 ans. Bon, j'imagine que... À commencer en terminale, oui. Tu commences en terminale. Il y a forcément ce rapport de... Alors, à l'époque, le proviseur qui m'avait reçu m'avait dit, vous aviez normalement, le professeur avait des terminales. Alors, à l'époque, c'était les terminales D, c'est-à-dire les terminales qui avaient spécialité SVT. D'accord. Et il m'a dit, on a échangé avec un autre collègue, vous aurez des terminales C, c'est-à-dire des terminales qui étaient spécialisées en maths physique, qui avaient aussi des SVT, mais c'était pas le coefficient le plus fort pour eux. Ok, ouais. Il avait préféré, Bien et sûr. moi aussi, ça me mettait moins de stress au final. C'est ce que j'allais dire, parce que la pression, alors que tu viens d'arriver, ils passent leur bac, ouais, t'es la matière principale. Voilà. Alors, je suis restée 3 mois. Voilà, j'ai commencé en lycée uniquement 3 mois. Et après, pendant beaucoup d'années, je n'étais qu'en collège. Ok. Choisir la voie de l'enseignement, t'as pas forcément eu de personne qui t'a inspiré, comme tu disais, c'est arrivé de manière assez fluide à toi. J'ai toujours aimé l'école, en fait. J'ai toujours aimé l'école, j'aimais toutes les disciplines, que ce soit au primaire, avec les maîtresses. J'ai de très très bons souvenirs de mes institutrices. J'adorais l'école et au niveau du collège, vraiment, tout s'est bien passé. Il y a eu un petit break arrivé au lycée, car le lycée, c'est vrai que le niveau de mon collège n'était pas... Donc je suis arrivée au lycée, j'ai eu un peu plus de difficultés, mais ça n'a pas empêché que... Voilà, donc je pense que ça joue. Et puis grande vocation, même sans personne autour. Ah non, moi j'avais vraiment personne. Moi voilà, mon père était agent de maîtrise, ma mère était à la maison, ne travaillait pas, mes grands-parents n'avaient pas du tout. Enfin, j'avais personne autour de moi qui était dans l'enseignement. C'est toi qui as vraiment décidé de ce choix de carrière en toute ta méconfiance. Et du coup, alors tu parlais déjà un petit peu de ta première expérience d'enseignement tout à l'heure. Quand t'es arrivé, toi, dans ta première classe, au tout début, face à tes élèves, est-ce que tu te rappelles un petit peu de comment ça s'est passé Oui, alors je vais pas trop décrire ces 3 mois avec les lycéens parce que c'était quand même différent. Mais à la rentrée d'après, là, j'ai eu un remplacement d'1 an dans un collège difficile. Un collège très difficile même. Hein. Donc j'étais sur l'académie de Créteil, mais l'avantage de cet établissement, c'est qu'on était tous jeunes. Je pense que c'était d'ailleurs pas pour rien. Donc déjà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme moi, des maîtres auxiliaires, et puis sinon les autres professeurs étaient jeunes. Quand je dis jeunes, c'est-à-dire, en fait, en gros, on avait tous entre 20 ans et disons 35. Parce que là, faut dire qu'ils étaient fatigants. En plus, ça se comprend un peu, les équipes pédagogiques laissaient les classes qui ne voulaient pas. J'avais à l'époque les CPPN, c'est-à-dire les classes qui étaient avec des élèves vraiment en difficulté scolaire. J'avais les CPA, qui étaient des élèves qui faisaient 1 semaine à l'école, 1 semaine au travail. Donc, qui étaient déjà. Donc, ils étaient 1 semaine à l'école, 1 semaine. Donc, l'école, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. D'accord, ouais. Et c'est vrai que ça a été... J'avoue qu'il y a eu des moments où j'étais un peu face au tableau et je me disais bon, faut pas que tu craques là, faut pas que tu craques, voilà, parce que ils étaient assez durs. Parce que concrètement, comment ça se passait, c'est qu'ils t'en mettaient toi ou c'est juste que en fait ils avaient beaucoup de mal et ils tenaient en place les collégiens. Pour ceux qui étaient en alternance, c'était différent. Eux, ils essayaient toujours de me choquer. Alors par exemple, on était en SVT, alors comme a fait exprès, j'avais l'éducation sexuelle à faire, au programme. Donc là, voilà. Alors, ils me posaient les questions exprès d'une façon vulgaire. Et là-dessus, avec le recul, je me dis, finalement, j'avais quand même un petit peu de cran parce que je leur disais, bon, moi, je veux bien répondre à votre question, mais vous me la reposez correctement. Et en fait, on a eu, finalement, ça s'est pas trop mal passé. Je n'en garde pas un souvenir horrible. Ça, c'est toujours ça. Après, quand t'as une vision vraiment avec un vrai recul, je pense que tu peux te dire, ok, j'ai appris beaucoup de choses. Ah oui. Mais j'imagine que sur le moment, t'es quand même un peu déstabilisée. Mais c'est vrai. En plus, c'était pas tout près, donc j'avais quand même 2h30 de transport pour aller et pour revenir. Mais les équipes étaient très soudées. Mes collègues étaient vraiment, alors là, on travaillait vraiment tous en équipe. Ça, c'était très, très agréable. Parce que toi, ce que tu disais, c'est que vous êtes plutôt jeunes dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plus ou moins chapeauté pour te dire, bon, là, tu peux essayer de faire comme ci, comme ça? En SVT, j'avais pas spécialement de personnes qui m'ont aiguillée. En revanche, il y avait une collègue qui était en anglais-français,
qui est toujours d'ailleurs mon amie maintenant, qui m'a vraiment, enfin voilà, elle enseignait depuis déjà 3 ans parce qu'elle avait fait elle était passée par une autre voie et elle était de bons conseils. Mais cette année était difficile. Il y a 3 maîtres auxiliaires. En plus, il y avait des élèves quand même qui étaient violents, qui ont arrêté. C'est-à-dire qui ont dit, nous, on n'arrête plus l'enseignement. À la fin de l'année, on arrête, on peut pas. Ouais. Les jeunes profs se retrouvent souvent dans des zones hyper difficiles au départ. Et en fait, ça sape toute motivation potentielle. Après, je pense que, c'est bien de le faire jeune. Parce qu'on ne le ferait pas en fin de carrière. On a de l'énergie. Moi, alors je ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai que j'étais un peu autoritaire. Très jeune. Donc, en fait, ça m'a aidé. Parce que malgré tout, je pense qu'il faut avoir de l'autorité quand on est face aux élèves. Et puis deuxième chose, les aimer. Moi, j'adore les élèves, les adolescents, les préadolescents, qui sont pourtant justement, ils sont fragiles, plein de complexes. Voilà, complexes et beaucoup de doutes, de questions. Et ça m'a toujours intéressée. Donc voilà, mais avec quand même derrière de l'autorité. Faut pas se faire sinon. Bien sûr, tu peux plus gérer ta classe. Donc t'as déjà cette autorité plus ou moins naturelle. Mais du coup, comment tu fais face à ce premier élève qui veut te choquer? Comment tu réagis? Je réagis. Sachant que tu fais plus jeune en plus. Malgré tout, ce que tu disais. Je crie quand même. Parce qu'il y a des moments où il faut élever la voix. Moi, en tout cas, je ne sais pas faire sans élever la voix. Et puis, je pense qu'il ressemble derrière quand on ne lâchera pas. C'est pour ça que je dis quand je me mettais face au tableau, je me disais faut pas que tu lâches, faut pas que tu grattes. Apparemment ça a fonctionné. Ce qui était drôle, c'est que je voyais des parents parce que quelquefois quand même il y en a qui étaient vraiment pénibles, donc je convoquais les parents. Les parents, je me souviens à l'époque, certains me disaient mais vous savez, n'hésitez pas à lui donner une claque. Ah non, je disais non, ça certainement pas, je ne donnerai jamais. Mais oui, j'étais drôle parce que ce serait plus comme ça maintenant. Mais de toute façon même à l'époque, moi je n'aurais jamais fait ça. Bien sûr. Mais au final, donc je n'ai fait qu'1 an. Mais ça m'a énormément appris. Et je crois que quand on passe dans des endroits difficiles et qu'on arrive quand même à créer des choses, quand même une gageure de se dire on a réussi. Ok. Donc oui, première année où justement tu arrives à gérer un petit peu de mieux en mieux, on va dire, ton autorité, à te faire une vraie place. Et du coup, en deuxième année, tu te retrouves dans quel secteur? Est-ce que tu restes toujours au collège? Est-ce que tu passes? Ouais, alors deuxième année, j'étais encore au collège, donc j'ai encore fait des remplacements. Et puis mais ce qui était assez étonnant dans ce statut de maître auxiliaire, c'était qu'on passait, ça pouvait être des remplacements d'1 mois à 1 an. Donc quelquefois, 1 mois j'étais en 6e, j'avais une 6e, 5e, 4e, et le mois d'après je passais en terminale, première. Voilà. Donc ça demande une adaptabilité qui est pas évidente au début. Ah oui, il y a beaucoup de travail, les cours qui sont prêts, on passe vraiment de l'un à l'autre, connaître, maîtriser en fait tous les programmes. Et au début, c'est un petit peu compliqué. Donc quand je pouvais avoir le choix, je restais sur le collège. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu dois préparer l'ensemble des cours entre la 6e et la terminale. Fallait que ce soit prêt. Alors après, en SVT, parce que pour la physique, quand j'enseignais, quand il me demandait de faire une bivalence qui est arrivée 2 fois, je demandais au professeur de me donner ses cours de physique. Ouais, je comprends, un peu compliqué. Donc effectivement, tu apprends beaucoup au niveau pédagogie, au niveau de la matière en fait, que tu connais sur le bout des doigts. Bien sûr. Et c'est vraiment étrange parce qu'en fait, en disons 5 années, j'ai fait 23 établissements en 5 ans. C'est énorme. Parce qu'en fait, il y a des années où je passais 1 mois, puis il y a des années où je restais. Et puis après, j'ai fait 5 ans où là, j'étais, disons, sur l'année, donc j'ai fait 5 établissements. Voilà. Ce qui est normal, finalement. Voilà, qui est normal. Et après, pendant 20 ans, je suis restée sur le même établissement. Voilà. Ok. Donc tu commences un peu dans la zone de Créteil, et après, du coup, tous ces remplacements, tu passes dans quelle zone? Est-ce que tu choisis un petit peu où est-ce que tu vas aller? J'ai demandé, parce qu'en fait, j'habitais à Chaville, donc c'était quand même l'Académie de Versailles, mais ils étaient déficitaires, et ils le sont encore d'ailleurs, ils étaient déficitaires sur l'Académie de Créteil, donc en fait, les postes qu'on proposait étaient sur l'Académie de Créteil. Mais à un moment, quand même, j'en ai eu assez d'être loin, et j'ai demandé, et j'ai eu des postes sur l'Académie de Versailles, mais alors pas non plus obligatoirement dans les endroits les plus tranquilles. Il y avait quand même des villes qui étaient un peu plus voilà, des établissements qui étaient moins demandés, dirons-nous. Je vois très bien. Mais bon, vu que tu avais déjà fait un peu tes armes, on va dire, dans tes premières années, là, tu avais une certaine confiance en toi, peut-être aussi. Oui, quand même. On a toujours de l'appréhension. Enfin, moi, toutes les rentrées scolaires, j'ai eu l'appréhension de la rentrée. C'est drôle, d'ailleurs. Tout le temps jusque c'est l'appréhension de la rentrée scolaire, mais c'est vrai que quand on a au fur et à mesure on est un peu plus sûr de ce qu'on fait. Et justement, t'en parlais un petit peu. Et toi, comment tu fais? Est-ce que t'as des méthodes un petit peu spécifiques pour rendre la matière un peu sympa, en particulier justement pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise, et pour aborder des thématiques comme tu disais, l'éducation sexuelle,
Moi, je trouve que déjà, on a une chance en SVT, c'est que c'est quand même une discipline. C'est rare que les élèves n'aiment pas du tout les SVT. C'est quand même une discipline, bon alors moins au collège, mais où on manipule beaucoup. Donc en fait, ça permet quand même à ceux qui sont assez doués de pouvoir manipuler. Il y a aussi après le côté apprentissage, comprendre, etc. En revanche, c'est vrai que ça touche des domaines un peu de l'intime, tout ce qui est diffamation sexuelle. Bon, on était rarement seuls, on travaille en équipe et on s'arrangeait pour faire des interventions extérieures, des intervenants. Et quand c'était dans la classe, moi je faisais beaucoup travailler par petits groupes. Suivant les années, on leur demandait est-ce que vous voulez, par exemple, quand il y a des interventions, qu'on reste que les filles ensemble, les garçons ensemble, ou bien est-ce qu'on fait mixte. Voilà, c'est un peu eux qui choisissaient par rapport à rapport à ce que s'ils étaient à l'aise, pas à l'aise. Mais j'ai rarement eu, mais bon, c'est très particulier, un témoin de Jéhovah qui n'a pas voulu, qui n'a pas voulu assister à mes cours, mais bon, ça, je pense que c'est un peu différent. Ah oui, effectivement. Il n'a même pas assisté aux cours quand je faisais le sang, donc bien particulier, c'est un cas très, très à part. Finalement, c'est vrai que c'est une matière qui plaît plutôt, parce que tu fais à la fois de la pratique. Ok. Et toi, tu te rappelles d'une ou plusieurs situations, justement, où il y avait un gros désaccord ou une grosse problématique, et là où tu te dis, je me sens pas très à l'aise. De tension, pas vraiment, en fait. Bon, ça a pu arriver, c'est vrai qu'un élève, mais par exemple, un élève n'a jamais refusé de faire quoi que ce soit. Ou alors, à la limite, s'il refusait de travailler, vraiment, vous ne voulez pas travailler, vous travaillez pas. Et vous restez. Et en fait, au bout d'un moment, il se mettait quand même à travailler. Non, de tension. Moi, je me souviens, dans un collège, c'était très, très particulier. C'était un élève qui était complètement en rupture. Et en fait, ce qu'il sauvait, c'était quand il était dans le collège. Quand il était dans le collège, il respectait les règles. Et quand il sortait du collège, il faisait n'importe quoi, et notamment on a appris au cours de l'année que la nuit, il faisait des choses, des casses, des choses comme ça. Et en fait, il est revenu un jour, il avait été coursé, il avait un plâtre. Or, cet élève, quand il est arrivé en classe, comme si c'était un cocon, comme si c'était un endroit finalement un peu préservé. Même on lui demandait d'aller jeter son papier, il allait jeter son papier. Pour éviter les tensions, il faut vraiment que les élèves qui sont un petit peu en rébellion, déjà, aient vraiment l'impression qu'on est juste. Il faut être juste et respectueux. Je crois qu'avant tout, il faut respecter les élèves. Si on ne respecte pas les élèves ne pourront pas nous respecter. Ça me semble vraiment important. Donc, de grosses tensions, non. Généralement, quand il y avait vraiment des tensions, c'était quand même des élèves qui avaient des petits problèmes psy qu'on voyait. Et c'était le propre dans toutes les classes. Comme c'était dans tous les cours, et c'était pas propre à la discipline. Donc, réellement, j'ai pas de souvenir vraiment de heurts. C'est fou ça, le petit qui va braquer des magasins le soir après l'école. C'était triste. On voyait quand il était avec nous, il était pas du tout, il était pas méchant. Il était en collège, mais il était en 3e, donc il était quand même un peu grand. Et il faisait des bêtises, et je crois qu'il a mal terminé, malgré tout. Parce que après le collège, le problème, c'est que il faut qu'ils soient aussi encadrés. Mais au lycée, c'est logique, ils sont plus grands. On peut pas être tout le temps là. Le collège, il est fermé, tout est on contrôle tout. Le lycée, c'est ouvert. S'il veut sécher, s'il veut pas aller au cours, il y a quand même un suivi, bien sûr, au lycée. Oui, de facto, ils sont plus indépendants, quoi. Exactement. Donc finalement, ça, c'était plutôt sur tes premières années. Au fur et à mesure, après, quand t'as côtoyé des collégiens et des lycéens. Même dans un lycée qui était un petit peu difficile. Moi, je me souviens pas d'avoir eu vraiment des heures, des choses qui... non. Et alors, du coup, dans ta carrière, pour refaire un petit peu un overview, donc là, tu commences dans ces collèges-là. Ensuite, tu passes, du coup, en lycée. Avant de passer dans mon lycée d'élite, je passe dans un lycée lambda. D'accord. Et dans ce lycée lambda, c'est un lycée à la fois classique et technologique. D'accord. Et donc, en seconde, les élèves étaient voués à faire des voies technologiques ou des voies générales. Mais dans ce lycée, il n'y avait pas 25 000 voies générales, il y avait que ES à l'époque. Il n'y avait que la possibilité de faire ES, et sinon, ce n'était que des voies technologiques. Et dans ce lycée, là, les élèves étaient vraiment de tout style, n'aimant pas spécialement les SVT. En fait, je n'avais que des secondes, ce qui était, je dois dire au bout d'un moment, assez ennuyeux. Mais je retire de cette période, donc je suis restée quand même 8 ans dans cet établissement, c'est que du coup je me suis vraiment lancée encore plus à fond dans ce que j'adore aussi, la pédagogie. Et on a fait plein de choses différentes et des projets vraiment pour être avec les élèves, qu'ils aient des tuteurs, pour qu'ils soient mieux suivis. Et en fait, c'était super intéressant. Concrètement, c'était quoi du coup un petit peu ce projet? Alors ce projet, en fait, c'était mené par l'inspecteur à l'époque, et on était une équipe pédagogique. Sauf qu'on avait des heures pour se réunir, pour faire des projets communs. Et chaque professeur était tuteur de 3 élèves.
vraiment sympa. Et puis, je pense que eux en retiraient beaucoup de choses parce que, voilà, ils pouvaient discuter. Et un prof, bien entendu, chapeautait l'ensemble. Donc, ça entraînait des réunions. Bon, en revanche, c'est très chronophage parce que ça entraînait beaucoup de réunions. On voyait les élèves. Après, il y avait les rendus. Mais ils savaient que s'ils avaient besoin, ils pouvaient venir nous voir. C'est super, ça, parce que du coup, tu crées vraiment un lien particulier avec 3 élèves. Voilà. Parce que c'est pas facile pour un prof principal de pouvoir gérer 36 élèves. Hein. Je l'ai été aussi après. C'est pas la même chose. On fait plutôt dans la notion de groupe. Et puis éventuellement, on ne s'intéresse que à ceux qui sont en grande difficulté. Or, il y a tous les autres, ceux qui sont moyens et qui ont quand même aussi. Et puis pour les orientations, ça permettait de faire un vrai travail d'orientation avec eux. Et j'ai trouvé ça, moi, très, très intéressant. Et ça m'a, en fait, aidé pour la suite, même si... tu le savais pas encore. Voilà, je le savais pas encore. Et donc là, tu étais donc dans ce lycée-là, et ensuite, tu as bifurqué, du coup... Oui, alors, comme j'avais que des secondes, je m'ennuyais. Donc j'ai dit, bon allez, je demande ma mutation sur un autre lycée. Sauf que c'était une cité scolaire, ce lycée. Ça veut dire qu'il y avait collège et lycée. Et j'ai fait ma demande de mutation pensant que si j'étais nommée sur la cité scolaire, je pourrais avoir les classes que je voulais. Or non, je me suis retrouvée, après 10 années, de nouveau sur le collège, alors que je pensais arriver sur le lycée. Tu voulais plus de collège. Je n'avais plus tellement envie d'être sur le collège. Et là, voilà, j'avais pas le choix. C'est-à-dire, fallait que c'était comme ça, fallait que je prenne le poste. Donc j'ai pris le poste et je me suis remise en fait à reprendre des élèves de collège, alors complètement différents parce que c'était donc une cité scolaire avec en effet un lycée d'élite et des classes prépa. Donc c'était voilà. Mais le collège, c'est un collège lambda. Il y avait à la fois des enfants qui venaient donc de secteurs, donc le secteur étant quand même assez huppé, c'était de très très bons élèves avec des parents très présents, etc. Mais à côté de ça, il y avait d'autres enfants qui ne venaient pas de ce secteur, qui venaient d'un autre endroit, et c'était très mixte là. Ok. Oui, donc c'est ça. Donc tu te retrouves dans ce collège à refaire de la 6e, de la 5e, de la 4e, de la 3e. Au moins, je ne faisais plus tout le temps la même chose, puisque là, j'avais quand même des niveaux différents. Et puis, le proviseur, quand j'étais venue et que je lui avais montré ma déception d'être sur le collège, m'avait dit, mais écoutez, vous pouvez voir, vous avez certains collègues qui voudront peut-être bien échanger avec vous des classes de collège face à des classes de lycée. Et en effet, j'ai eu 2 collègues, vraiment, je les remercie énormément, qui ont commencé à échanger 2 classes de 4e face à une seconde. Et je me suis retrouvée à être à cheval collège-lycée. Super, mais alors là, épuisant. Parce qu'en fait, ça donnait, j'avais 12 classes. J'avais vraiment beaucoup de classes. Ah oui, et surtout, et combien de niveaux différents du coup? J'avais beaucoup de classes et je m'arrangeais quand même et ça me faisait 7 niveaux différents. Oh, c'est énorme. Mais oui, ça faisait, voilà, c'est beaucoup de travail. Mais pour moi, c'était le moyen de ne pas lâcher le lycée. Tu te raccrochais à ça finalement, de se dire, ok, peut-être dans les années d'après. Mais c'était bien, garder des bons souvenirs. De toute façon, faut être positif. On a face à nous des élèves, donc voilà, il n'est pas question parce qu'il y a un couac dans le système que les élèves en pâtissent. J'ai encore appris autre chose. Oui, c'est ça. Ta carrière, elle est quand même bien structurée où tu as fait plusieurs étapes assez longues à chaque fois. J'avais toujours envie de changer quand même. Je m'étais dit, au bout de 8 ans, ça représente en fait un programme dans le même établissement. Je comprends, voilà. Et donc toi, c'était ton moment de turnover à ce moment-là. Est-ce que justement, alors tu parlais du coup de ces lycées un petit peu d'élite, toi en étant une matière scientifique et en donnant des cours à des lycéens, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'attentes à ce niveau-là, que ce soit au niveau des élèves envers toi ou et surtout d'ailleurs des parents d'élèves avec toi. Comment ça s'est passé un petit peu cette relation-là? Oui, alors c'est évident, quand on arrive dans un lycée d'élite, on sait qu'on va avoir les élèves qui vont être très demandeurs, les parents qui vont être derrière pour vérifier quoi? En fait, qu'on fait le programme, parce qu'en fait c'est ça, qu'on fait bien le programme et qu'on tient sa classe. Bon, après, à partir du moment où en effet on fait le programme et on tient sa classe correctement, voilà, tout se passe bien. Alors il y a peut-être certains qui ont des souhaits pour faire des études mérifiques et qui n'avaient pas le niveau, où là faut un peu discuter, en parler avec l'élève, avec les parents. C'est vrai que là c'était quelquefois un peu compliqué, mais dans l'ensemble, le programme c'est pour eux très très important. Et c'est vrai que nous en SVT on faisait tous le programme, donc il n'y avait pas de problème. Mais je sais que dans d'autres disciplines, certains collègues ne faisaient pas le programme, ils étaient complètement laminés. Alors c'est vrai qu'en plus, faut dire la vérité, ces élèves dans ce lycée d'élite, la majorité voulait faire des classes prépa. Il faut absolument qu'ils aient terminé le programme pour pouvoir aller dans les prépas scientifiques, que ce soit en maths, en physique, en SVT. Il fallait qu'ils aient fini le programme. C'est pas tant le bac, parce que le bac, de toute façon, on sait qu'ils vont l'avoir, mais c'est vraiment les préparer. Donc, on note un peu plus sévèrement.
On peut dire ce qu'on veut, mais c'est évident quand on a de très très bons élèves, on change un petit peu, inconsciemment peut-être, mais on change un peu sa façon de noter. Bien sûr, Bah parce oui, que c'est tu évident, t'habitues on à s'habitue. un Mais oui. très bon niveau. Les élèves qui sont censés être moyens dans ces lycées sont en fait de bons élèves. Sauf que, par rapport aux excellents, il y a vraiment excellents, mais voilà, l'excellence n'est pas obligatoirement. Donc Bien c'est vrai sûr. que je pense que des élèves moyens ne se sentent pas obligatoirement bien dans ce type de lycée. Et c'est là où j'allais en venir justement, c'est que en seconde en SVT, tu avais aussi ce pouvoir de dire ok, pour moi, il ne peut pas aller par exemple en S. Moi, je le vois un petit peu plus en ES. Est-ce que ça c'était des décisions que tu avais potentiellement à J'ai prendre? été quasiment tout le temps professeur de seconde. Comme je suis restée longtemps au collège, j'étais professeur principal de troisième. D'accord. Donc je connaissais très bien, et avec le principal du collège, on avait beaucoup travaillé sur la liaison troisième seconde. Donc oui, par contre, ça ne vient pas que du prof de SVT. En tant que professeur principal, on représente l'ensemble de l'équipe pédagogique. Mais c'est vrai que de temps en temps, on est la voix qui va dire en fait Oui ou non. ce serait peut-être mieux de faire ça ou de faire telle voix plutôt que telle autre. On peut aussi, voilà, ça peut fonctionner, et puis quelquefois on peut se tromper aussi. Hein. Bien sûr, ouais. Parce que ça, je sais, moi, ça me fait penser à un de mes souvenirs, justement, où, je me rappelle très bien, c'était ma professeure de maths en seconde, qui bâchait, mais un nombre d'élèves incalculable, et justement, elle se prenait un peu des remontées des parents d'élèves, en me disant, mais écoutez, en fait, mon fils ou ma fille n'a que 15 ans, comment vous pouvez être aussi sûr de vous et comment vous pouvez choisir à ce point-là sa carrière? Parce que si lui, il a envie de faire médecine, effectivement, il faut faire S, par exemple. Il y a eu des cas d'élèves. Il y a eu un élève que j'avais eu en troisième. Donc, un élève arrive et il arrive en retard. Et puis, je lui demande sa date de naissance. Il me donne une date de naissance qui était 4 ans de moins que tous les autres. Donc, je lui dis non, je vous demande votre date de naissance. Il me dit oui, c'est ma date de naissance. Donc vous l'avez compris, il avait 4 ans d'avance. Wow. Donc il arrivait en troisième avec 4 ans d'avance. Il avait donc normalement l'âge d'être en sixième. Et cet élève, qui était vraiment surdoué, précoce et surdoué, il a suivi toute son année de troisième très bien. Ce qui était amusant, c'est qu'il allait s'amuser avec les sixièmes. C'est vrai. Pendant la récréation. Oui, normal. Il avait pas du tout toutes les voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, puisque j'étais déjà à ce moment-là sur les deux niveaux, ce qui m'intéressait, c'est de voir après. Donc, bien entendu, il a demandé à rester au lycée. Il est resté au lycée parce qu'il y avait quand même ses 4 ans d'avance. Il est arrivé en seconde. Et en seconde, je l'ai eu en tant que professeur principal. Et c'est vrai que il fonctionnait très bien, voilà. Mais certains collègues, le professeur principal n'a pas obligatoirement voix au chapitre pour tout. Et les professeurs trouvait que il n'était pas assez mûr pour aller en S, parce qu'il était très scientifique, mais qu'il n'était pas assez mûr pour aller en S, que ce serait peut-être mieux qu'il aille en ES. Bon, au final, il a été orienté en ES. Il a fait une année de ES. Donc moi, je l'ai perdu, puisque après, je n'avais que des S, moi. Et à la fin de son année de ES, bien entendu, il a dit, mais ça me plaît pas. C'est pas ce que je veux faire. Donc, il est repassé en S. Il a donc perdu 1 an. Okay. Et pour la petite histoire, il a eu son bac avec 3 ans d'avance quand même. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, il avait quand même 4 ans d'avance, donc a priori... Il a eu son bac avec 3 années d'avance en étant passé par les ES, et voilà. Quand même assez exceptionnel. Bon, voilà, ce sont des cas. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'orientation, voilà, quelquefois, mais bon, on n'est pas seul, hein. Voilà, c'est bien une sûr. équipe. Non, je pense que c'est ça aussi qui fait que vous prenez, en général, ou en tout cas, vous essayez de prendre les bonnes décisions. Donc c'est vrai que ce petit élève était quand même assez surdoué. Est-ce que tu te rappelles d'un ou d'une autre élève qui t'a marqué justement en ce sens, soit parce que particulièrement brillant, soit parce qu'il y avait eu quelque chose qui s'est passé qui t'a... Oui, alors je me souviens d'une élève qui m'a particulièrement marqué, que j'ai eu en cinquième, que j'ai eu en troisième, et qui a continué ses études après. Et cette élève, en fait, elle était vraiment brillante en cinquième, brillante en troisième. Et en fait, en troisième, j'étais là aussi le professeur principal, et elle est venue avec une de ses amies me parler de ses problèmes d'anorexie. Et c'est vrai que là, on se trouve face à quelque chose qui dépasse complètement. J'étais le professeur de SVT, donc elle pensait que voilà, j'étais peut-être plus, et j'étais le professeur principal. Mais c'est vrai que, bien entendu, je lui dis, mais de toute façon, on ne peut rien gérer sans en parler à vos parents. Donc voilà, ce qu'on a fait, on a géré avec les parents et tout. Et cette élève qui était excellente, elle avait 20 partout. Enfin, c'était vraiment... Et en fait, elle a eu beaucoup de mal. Alors, elle a choisi quand même d'aller dans des études littéraires, parce qu'elle était très littéraire. Et voilà. Et je l'ai suivie un peu
un peu de loin, mais je l'ai suivie quand même. Et c'est plutôt une expérience triste pour moi parce qu'en fait, elle n'a pas réussi alors qu'elle était brillante, car ses problèmes de santé, On prie le pas sur le reste. ont pris le pas. Et voilà. Donc ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est brillant finalement, quand il y a vraiment des soucis autres, le professeur et le milieu ne peut pas faire. À l'inverse, j'ai un élève qui avait eu beaucoup de difficultés. Je me souviens en seconde à se mettre. Ses parents étaient exigeants et lui, il n'arrivait pas. Et à l'inverse, lui. Ben il m'a envoyé il y a quelque temps un mail pour me dire madame, voilà, j'ai réussi, j'ai fait ça, je voulais vous remercier vous puis toute l'équipe de profs. Voilà, mais il l'a trouvé tout seul et quand on a des problèmes de santé, ben c'est pas simple. Oui, forcément, il y a des limites. Voilà, il y a des limites. Le professeur, il peut pas tout faire. Bien sûr. Je dis bon, moi j'ai fait mon maximum là sur le domaine qu'on m'a donné. Après c'est hyper touchant qu'elle soit venue te voir aussi. Je pense que ça c'est vrai que t'as plus le cas peut-être quand c'est des élèves de collège, lycée, c'est que potentiellement ils peuvent vraiment plus te faire confiance. Oui. Et compter sur toi comme un vrai membre proche en fait. Ah oui, puis elle a continué à m'écrire et après voilà. Bah, c'est hyper touchant ce que tu dis parce que c'est vrai que du coup ça montre que au-delà de toute la partie enseignement où t'as ton programme et tu dois aller jusqu'au bout de ce programme, t'es quand même une professeure respectée, appréciée. Comment du coup ça c'est quelque chose qui se met en place? Je pense que être juste, c'est-à-dire faire confiance. Alors il y a ça aussi, faire confiance. Voilà, par exemple, faire confiance. Moi je disais toujours aux élèves, je vous préviens, je vous fais confiance. Si par hasard j'en chope un en train de tricher, je vous préviens que c'est 0. Et alors bien entendu, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et je disais, je vous avais dit, je vous fais confiance. Et en fait, finalement, ou alors ça me m'est passé sous les yeux parce que j'ai pas la prétention de. Mais voilà, tous les ans quand même. Tous les ans, on en a quand même un qui essaie. Mais voilà, donc faire confiance aux élèves, les respecter, et puis si on leur fait des remarques, que ces remarques soient justes. En plus, dont là on parlait tout à l'heure, quand on est dans un lycée avec des élèves qui ont un haut potentiel quand même, vraiment, on peut aussi nous se tromper, et si on s'est trompé, faut l'admettre. Voilà. Finalement, c'est un petit peu le conseil que tu donnerais toi aux jeunes enseignants, ou si tu te revoyais... Ah oui, tout à fait. Moi, bon, de toute façon, avant tout, alors moi, il y a une première chose, c'est aimer les adolescents et les préadolescents. Si on n'aime pas les adolescents, s'ils vous agacent et tout ça, faut pas faire ce métier parce que... Bon à savoir ça. Voilà. Ensuite, les respecter et aimer, en fait, transmettre. Et puis, dernière chose, si on voit que on commence à en avoir marre, on a un métier où on ne peut pas se permettre d'aller en cours en traînant des pieds, d'aller en cours en faisant payer aux élèves le fait qu'on est mal dans sa peau. Voilà, quand on arrive le matin, il faut laisser tout derrière. Ça s'apprend, j'imagine, au fur et à mesure des années. Je sais pas si ça s'apprend, ce recul ou pas, mais en tout cas, il me semble indispensable. Voilà, laisser derrière tous les soucis qu'on peut avoir et se mettre à fond, ce que font beaucoup de profs. Merci beaucoup pour tous ces éléments, pour tous ces conseils. Et j'ai une dernière petite question pour finir. Toi, avec du recul maintenant, après avoir vu pas mal de situations différentes, pas mal de fonctionnements ou de dysfonctionnements d'ailleurs dans le système, qu'est-ce que tu aimerais bien changer dans le système éducatif, que ce soit au niveau de ton niveau de la SVT en particulier ou bien de manière plus générale? Est-ce que tu as un petit avis là-dessus? Alors, moi, il y a plusieurs choses. Au niveau des SVT, avec la nouvelle réforme, il y a des niveaux. Enfin, les SVT ne sont plus enseignés à tous les élèves, donc ça, je trouve que c'est une aberration, parce qu'en fait, ils ont 1 heure d'enseignement scientifique en seconde, et puis après, c'est terminé. Donc, il y en a qui ne font même plus de SVT. Ça n'aurait absolument pas dû se faire. Ça fait partie, enfin, que ce soit au niveau de l'éducation sexuelle, au niveau de l'écologie, au niveau de la vie, au niveau de connaître son corps, connaître son corps, etc. Bon, moi, ça me semble une aberration. Donc voilà, revenir à totalement d'accord. Qui est obligatoirement des SVT tous les niveaux, mais pas cette heure d'enseignement scientifique qui ne sert, je pense, à rien. Et tous les professeurs des SVT sont d'accord là-dessus. En revanche, maintenant, sur tout le système, moi, je serais plutôt sur vraiment réfléchir comment éviter que dans des endroits difficiles, il n'y ait pas de décrochage scolaire. C'est-à-dire trouver le moyen qu'il y ait moins de décrochage scolaire, que encadrer, donc faire des plus petits groupes, cette notion de tutorat dont on parlait tout à l'heure, peut-être encadrer différemment. J'ai eu beaucoup de nouvelles réformes, donc à chaque fois, on parlait de certaines choses, mais par exemple la pédagogie différenciée, qui est utilisée, mais qui n'est pas assez utilisée, c'est-à-dire que chaque élève puisse on puisse travailler à chaque niveau. Voilà, c'est-à-dire aller un peu au-delà et ne pas se fixer uniquement sur le programme. Et le dernier point, c'est valoriser les sections technologiques, car je pense qu'en France,
on méprise trop les sections technologiques, alors que des enfants sont vraiment pourraient tout de suite démarrer par ça, vont aller dans un système où ils vont être malheureux et pour après finalement se retrouver voilà. Donc valoriser les sections technologiques, il y a pas de section qui soit mieux. Voilà, il y a pas de honte à et comme tu dis, je pense aussi on est sur un monde où on va de plus en plus vers la spécialisation, vers le fait de tester et de faire des choses et c'est vrai que tout ce qui est alternance très valorisé en entreprise. Voilà, à l'alternance, moi je trouve ça très très bien. Je suis totalement d'accord. Vraiment très bien. Ouais. Ok, merci beaucoup Olivia pour tous ces enseignements. Merci. Et on espère que du coup, effectivement, l'éducation nationale va un peu tendre plus vers ça. Après, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du nombre de professeurs, au niveau des concours. Je pense que c'est encore d'autres sujets. Olivier nous a plongé dans l'univers exigeant des lycées d'excellence, où élèves brillants, parents exigeants et programmes intenses rythment le quotidien. Mais au-delà de cette pression, elle nous rappelle l'essentiel. Si on n'aime pas les ados, ce métier n'est pas pour nous. La clé, c'est le respect mutuel et la confiance. Respecter les élèves pour qu'ils nous respectent, être juste dans nos remarques et toujours rester passionné. Au-delà des défis d'autorité et d'adaptation, Olivier nous rappelle aussi à quel point les SVT sont essentiels. De l'exploration de notre propre corps à la compréhension de la biodiversité, en passant par l'étude de la sexualité, ces matières ouvrent une véritable fenêtre sur le monde. Et face aux enjeux écologiques urgents, il est dommage que les SVT soient souvent relégués à quelques heures par semaine. Comment sensibiliser les jeunes aux crises environnementales ou à la gestion de leur propre santé, si ces sujets ne sont abordés que de manière superficielle? Les SVT ouvrent une fenêtre essentielle sur le monde et le rôle que l'on peut y jouer. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser une note et me rejoindre sur Instagram pour découvrir les prochains épisodes. À très vite!